Le Fonds de solidarité FTQ est fier de présenter Les Dérangeants. Que vous souhaitiez devenir les premiers, les meilleurs ou les plus grands sur le marché, on prête main forte à des entreprises aux quatre coins du Québec. Au fond, on fait plus qu'investir. On s'investit dans vos projets. Visitez le fonds ftq.com/entreprise. Bonjour tout le monde, très content de se retrouver pour notre deuxième grande entrevue aujourd'hui avec Les Dérangeants, où on a reçu avec mon acolyte MJ, Anne Marcotte, qu'on connaît tous les deux très très bien depuis énormément d'années. Anne nous représentant un peu comme conférencier et qu'on a eu la même idée en même temps. Parce que quand j'ai dit justement on devrait inviter Anne, je pense qu'MJ y a pensé parce que parfois tu côtoies les gens et tu les connais pas tant que ça. Fait que je pense que l'entrevue d'aujourd'hui nous a permis à vraiment découvrir un peu plus Anne, qui est une productrice télé, qui a organisé un show télé qui s'appelait Voir Grand.tv, qui était un petit peu le premier émission télé sur l'entrepreneuriat, qui a eu Marcotte Multimédia, un succès qu'aujourd'hui peu de gens connaissent, mais qui a été acheté par Transcontinental, qui était un success story dans le monde du web, qui aujourd'hui a sa propre firme de conférenciers, de représentation, d'organisation d'événements dans le monde de l'entrepreneuriat, qui s'appelle Vivemtia, qui est une femme d'affaires qui a été très connue, qui est aujourd'hui plus derrière les entrepreneurs, derrière des Nicolas Duvernois, derrière des David Côté de chez Loop, derrière des MJ, derrière des Dominique, qui nous représentent un peu quand on s'en va se promener à travers le Québec pour parler à des entrepreneurs. Qu'est-ce que tu as aimé aujourd'hui de l'entrevue? Puis qu'est-ce que tu penses que les gens qui vont écouter le podcast vont retenir de ça? Mais justement, c'est tellement quelqu'un qui est proche d'entrepreneurs. J'étais curieuse de voir vraiment son opinion, son parcours, comment elle voit l'entrepreneuriat aujourd'hui à travers toutes ses expériences entrepreneuriales. Puis je sais qu'elle avait, quand on se parle en privé, elle a de grandes opinions sur la productivité au Québec, sur l'entrepreneuriat, justement, la nouvelle génération d'entrepreneurs. Puis j'étais vraiment curieuse qu'elle le dise aujourd'hui. Puis à travers ça, on a vraiment senti aussi l'écoute de sa petite voix intérieure. Il y a comme quelque chose en elle où quand elle se replie sur elle-même, c'est comme s'il y a quelque chose de plus grand qu'elle qui la pousse depuis qu'elle est vraiment jeune. Puis c'est intéressant de voir à quel point son intuition puis cette écoute-là de cette petite voix-là a vraiment semé les graines à travers son parcours. Ouais. Le mot rigueur, ouais. Je pense qu'il a été dit, on pourrait presque le compter, mais plusieurs fois durant le podcast, une grande frustration, comme tu as dit, envers le manque de rigueur d'énormément de gens. Aussi l'aspect réellement d'un désir de redonner. La boucle, on l'a énormément senti. Ce désir-là de dire il faudrait qu'on redonne plus. On redonner, a besoin de laisser gens un leg. On sent vraiment là, laisser un leg, laisser un peu les choses un peu plus grandes qu'elle les a trouvées. Je pense qu'elle a vraiment ce désir-là de faire le bien autour d'elle à travers tout son parcours. Ça a été vraiment le fil rouge, en le fond, la ligne directrice. Ouais. Puis un peu la peur, tu sais, définitivement. Anne a fait une dépression, on va en parler un petit peu durant le podcast, a eu de la difficulté. Une femme en affaires, millionnaire, qui souvent va se faire dire qu'elle est hystérique, quand pourtant elle est juste passionnée, qui est quelque chose qu'on entend assez souvent sur les femmes entrepreneurs, qui a vraiment vécu tout ce côté-là du succès. Puis on parlait un petit peu du mot has-been, tu sais, qui avait une peur d'être has-been. Puis je pense qu'elle est encore à la recherche de ce qu'on dit en anglais un legacy. Je pense que Anne, elle a envie de marquer le Québec, puis elle a envie de faire que quand elle va quitter ce monde, que les gens se rappellent d'elle. Sincèrement, le parcours qu'elle voit, puis on côtoie, nous, des entrepreneurs qu'elle aide, je pense qu'elle a déjà un bon bout de chemin, puis que les gens vont se rappeler de son parcours, même si elle est un peu plus dans l'ombre aujourd'hui. Beaucoup d'envie de pertinence, mais avec une grande humilité. On sent vraiment en elle, là, elle a envie de donner, de redonner avec grande rigueur, avec grande discipline, avec qualité, mais en même temps avec une grande humilité. Donc, on vous souhaite un super bon podcast. Moi, je pense que ça a été un podcast ultra inspirant et qui vaut vraiment la peine d'être écouté. Alors, bonne écoute. Ils font le tour du monde. Signent de gros contrats. Écœurent pas mal de monde. Et nous racontent tout ça. Voici Les Dérangeants. Les Dérangeants! Salut Anne, comment ça va? Ça va super bien. Super content de te recevoir au podcast ce matin. Tu viens de faire la route de Québec, donc probablement un peu fatigué juste pour venir voir moi PMG, que tu connais très très bien. Oui! Donc depuis des années. Puis je pense qu'on est vraiment content de te recevoir parce que c'était une histoire, je dirais, connue et méconnue. Quand même au Québec, tu as donné énormément de conférences, mais je pense que dans les 10 dernières années, tu as plus été derrière des entrepreneurs que devant. Donc on ne connaît pas nécessairement
l'histoire d'Anne Marcotte, qui elle est aujourd'hui, mais aussi d'où elle vient. Puis je pense que ça va être super intéressant d'en parler. Donc, très content avec MJ de t'accueillir ce matin. Bien, ça fait plaisir, mais je trouve que tu as déjà dit quelque chose d'important. Tu dis que mon histoire est peut-être un peu méconnue parce que ça fait plusieurs années que je trouve que je mets pas tellement les projecteurs sur moi, puis je les mets beaucoup sur les autres. C'est comme si c'est une mission, dans le fond, que je me suis donnée. Donc, je peux te dire là-dessus que, ouais, tu as raison. Puis pour revenir un petit peu, retournons au tout début. Ta conférence s'appelle de secrétaire à millionnaire. Déjà, dire le mot millionnaire, je pense que ça fait 15 ans. Non, mais ça, j'aurais jamais voulu que ça s'appelle comme ça, là. J'en parle, là, l'émotion va monter, là. C'est juste qu'à un moment donné, mon histoire a fait la une des journaux, puis je vais m'en souvenir toute ma vie, là, et je te dis, vous prendrez mes pulsations cardiaques, là. C'est comme le cœur me débat juste d'en parler. Puis il y a un journaliste, j'avais fait la une des journaux, puis il avait mis ça comme titre. Puis c'est un samedi matin, puis je suis monoparentale, je suis avec mon garçon, puis là, je reçois le journal, puis là, je rouvre ça, là, puis là, c'est comme ma grosse face, puis c'est marqué de secrétaire à millionnaire. Moi, je me suis complètement effondrée parce que je me suis dit, ma vie vient de basculer, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, tout ça, tu sais. Puis là, j'étais en grosse panique, puis j'appelle un de mes amis entrepreneurs, tu sais, puis là, il me dit, là, tu vas te calmer, là, puis tu vas lire l'article. Puis il lit l'article, tu vois, c'est beau ce qui est écrit là-dedans, tu sais. Puis là, il a comme réussi à me calmer, mais j'ai jamais voulu ce titre-là jusqu'au jour, tu sais, de manière bien transparente, où je me suis rendu compte que c'est un titre qui marquait l'imaginaire, qui donnait de l'espoir, parce que, tu sais, un métier secrétaire, tu sais, c'est accessible. Puis l'autre affaire, c'est que ça donne de l'espoir, puis... Puis l'autre affaire, c'est que ça vend, tu sais, on va se le dire. C'est comme si tu écris une chronique, hein, tu peux écrire tout nu dans la rue, c'est le titre de ta chronique, tout le monde va lire ta chronique, donc ça vend. Donc, à un moment donné, je me suis réconciliée, mais pas à 100%. Ce qu'on appelle le clickbait aujourd'hui, on fait un peu avec les dérangeants. Souvent, on met des titres justement un peu accrocheurs pour réussir à l'avoir. Puis, tu sais, ta réaction est quand même surprenante, tu sais, de dire je lis dans le journal que je suis millionnaire et j'ai envie de me cacher. Bien des gens auraient fait « Wow, enfin, je le suis ». D'où vient la petite Anne? Est-ce que tu as toujours su que tu allais être entrepreneur? Est-ce que tu viens d'un milieu entrepreneurial? Fait que si on repart un petit peu là, de la petite Anne avant même de devenir secrétaire, parce que je comprends, c'est que tu as passé de secrétaire à racheter une entreprise. Je me rappelle bien de l'histoire et par la suite à la vendre, mais c'était quoi un peu ton environnement au début pour mieux comprendre peut-être ce type de réaction-là? Parce que moi, je connais plein de gens que si demain je leur annonce qu'ils sont millionnaires à la une des médias, ils vont s'applaudir eux-mêmes, puis ils vont être très, très contents. Ben, tu sais, mon histoire, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, j'ai voulu acheter l'entreprise pour laquelle j'étais secrétaire, puis ça n'a pas fonctionné. Donc, je suis partie en affaires le jour de mon congédiement. Ça, c'est une autre partie de mon histoire. Mais, tu sais, la petite Anne, c'est une fille de Charlesbourg. Ses parents, c'est la classe ouvrière. Je suis élevée dans le sous-sol de la maison de mes grands-parents. Puis, je ne sais pas d'où c'est venu, mais ça m'a toujours habité. Moi, j'étais convaincue que ma vie, ça ne serait pas un sous-sol. Je ne sais pas d'où ça venait, mais je me disais, moi, ma vie, ça ne sera pas ça. Et j'ai longtemps pensé que je me sortirais de mon sol en ayant la chance de pouvoir aller longtemps sur les bancs d'école. Moi, j'étais super bonne à l'école. Moi, je voulais être avocate, je voulais être médecin, puis j'avais les notes pour ça. Mais finalement, mes parents, c'était pas des mauvais parents, mais il y avait vraiment des croyances différentes des miennes. Puis eux, dans ce qui les préoccupait, c'était de s'assurer que j'arrive le plus tôt possible sur le marché du travail, que je gagne ma vie, puis que même je paye pension. Tu sais, chez nous, c'était un peu la culture, tu payes pension et tout ça. Puis finalement, ben c'est ça, moi, ma vie, elle a vraiment basculé parce que j'ai pas pu aller sur les bancs d'école. Maintenant, j'en parle dans mes conférences parce que quand je suis appelée à faire des témoignages et tout ça, parce que c'est plus un sujet tabou aujourd'hui, la santé mentale, mais moi, j'ai voulu mettre fin à mes jours parce que je me disais, ça va être quoi ma vie? Tu sais, ma vie, excusez-moi de vous dire ça comme ça va être de la merde. Là. C'est comme, je vais gagner 7 piastres de l'heure, je vais être secrétaire, je ne ferai même pas le métier que je veux, même pas le secondaire 5. Je risque de finir dans un sous-sol. C'est un petit peu ce que tu voulais exactement, pas. Exactement. Tu sais, puis, tu sais, la vie, c'est drôle. Tu sais pas que ton destin va t'amener complètement ailleurs. Puis moi, pendant que je pensais tout ça, puis que je broyais du noir, puis j'étais dans ma crise d'adolescence, puis que je voyais comme pas de lumière au bout du tunnel, pas d'espoir, je ne savais pas qu'un jour, il y aurait un mot-clé qui changerait à jamais mon destin, puis ça serait le mot entrepreneuriat.
Alors Anne, on s'en va prendre une petite pause parce qu'on va aller rejoindre pour une courte capsule les experts du Fonds de la FTQ, qui est le partenaire des Dérangeants, sur lequel ils vont parler du reprenariat, un sujet qu'on a parlé un petit peu tout à l'heure au niveau du podcast, mais qui est tellement important. Donc on va voir cette petite capsule-là et on se retrouve après pour une question sur le reprenariat. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le reprenariat? Non, pas du tout. Si je vous parle de transfert d'entreprise, est-ce que ça vous dit plus quelque chose? Bon, je connais le sens du terme, mais pas tellement non plus. J'imagine que c'est les entreprises qui cherchent à léguer leur entreprise à une autre personne. Peut-être une association avec, disons qu'un employé va rester avec l'entrepreneur jusqu'à temps qu'il prenne sa retraite. En quoi c'est bon pour le Québec, pour l'économie locale? Bien, j'imagine que ça garde en fait les entreprises qui sont là depuis un certain temps. C'est sûr que quand une entreprise perdure dans le temps, bien, elle est plus solide qu'une entreprise qui débute. Et puis aussi, bien, l'économie est quand même beaucoup basée sur les petites entreprises au Québec. OK, ça, c'était vraiment intéressant. Dany, Julie, merci de vous joindre. C'est toi? Donc, on l'a vu, les questions des auditeurs, le reprenariat, c'est un peu obscur. Est-ce que vous êtes surpris des réponses qu'on a vues dans le Vox Pop? Pas surpris parce que souvent, les gens vont penser à partir une entreprise de zéro. Ce qu'il faut voir, c'est que le reprenariat, c'est finalement de racheter l'entreprise qui est déjà existante pour l'amener à son goût et l'amener ailleurs. Donc, il y a vraiment une différence à avoir entre le transfert d'entreprise et le reprenariat. On va parler de reprenariat quand il y a soit quelqu'un de la famille ou quelqu'un dans l'entreprise qui va reprendre l'entreprise, ou ça peut être un externe également, alors qu'un transfert va être plus une entreprise qui achète une autre entreprise. Donc moi, Étienne, qui décide d'acheter une business en mon nom personnel, je deviens le président demain matin parce que c'est à moi. Je suis un repreneur, foncièrement. Tout à fait. L'important, c'est vraiment de s'assurer que nos entreprises restent ici, demeurent ici pour le long terme, parce que juste au Québec, là, il va y avoir 1000 entreprises dans la prochaine année de 50 employés et plus qui vont être vendues. C'est fou, pareil. C'est pas petit, là. C'est des belles entreprises et c'est souvent des poumons même de certains villages ou de villes et qu'il y a tout un écosystème qui gravite autour de cette entreprise-là. Alors, c'est majeur. Puis, dis-moi, Julie, l'impact, justement, du reprenariat pour le Québec et son économie, ça ressemble à quoi? C'est-tu positif? Il faut que ça soit... Est-ce que si on n'a pas de repreneur, notre économie s'écroule? Bien, je ne sais pas si elle s'écroule, mais c'est un enjeu et un réel défi. Tu parlais du poumon dans une région, une entreprise, bien, ça fait vivre. Par exemple, si tu as 65 employés, bien, c'est 65 familles qui gravitent autour de cette entreprise-là. Il y a des fournisseurs, aussi des clients. Donc, c'est tout un écosystème. Donc, ça a vraiment des impacts au niveau socio-économique. Et ça, il faut s'y attarder. Puis, en fait, on dirait que c'est un peu inconcevable pour moi que d'avoir une entreprise qui ferme carrément. C'est aussi, j'imagine, c'est que ça peut être vendu à des intérêts étrangers et donc on perd un peu notre siège social, on perd le contrôle au Québec de ça. On est plus à risque parce que souvent, bon, si c'est acheté par quelqu'un à l'extérieur, il va vouloir créer des synergies. Puis qui dit synergie dit souvent coupure, réduction. Et là, ça peut avoir vraiment des impacts pour nos entreprises ici. Puis là, juste pour mettre la table pour cette saison-ci, est-ce que vous avez des exemples qui vous viennent en tête de success story de reprenariat? Bien, un bel exemple, puis je dirais c'est à Québec, c'est Ashton. Ashton, les bonnes poutines, là. Tout à fait. Effectivement. Donc, Ashton, ce qu'il faut voir, c'est deux jeunes entrepreneurs qui aimaient le brand, la renommée de Ashton, et a décidé à parler au propriétaire. Et finalement, quelques années plus tard, bien, ils ont racheté l'entreprise pour la propulser de nouveau. Tu crées ta chance dans le reprenariat, à un certain sens. Tout à fait. Je dirais oser la conversation. Ah, j'aime ça, oser la conversation. Puis dis-moi, Julie, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité que tu dirais qu'il faut regarder au Québec? Il y a des secteurs qui vont être beaucoup plus touchés par ça. Les statistiques parlent du manufacturier. On est d'accord. Oui, secteur de la construction, puis secteur transport et entreposage, mais c'est vraiment tous les secteurs, Étienne, qui vont être touchés par un potentiel transfert et qui vont avoir besoin de repreneurs. Y a-t-il une raison particulière que le reprenariat devient plus à la mode, on va dire, ou qu'on en parle plus dans les dernières années ou en ce moment? Bien, la démographie. Les entrepreneurs. Les baby boomers. Exactement. Donc, ils doivent, à un moment donné, vont céder leur entreprise. Ce que j'entends, c'est que pour les générations suivantes, les millennials, les générations X, Y, c'est vraiment une opportunité incroyable. Parce que même si c'est peut-être pas sexy, le manufacturier ou le transport, c'est des belles business de 5, 10, 15, 20 millions de chiffres d'affaires qui n'attendent qu'à être reprises, là.
c'est une superbe opportunité, effectivement, d'amener nos entreprises d'ici encore plus loin. C'est probablement, effectivement, une opportunité unique qu'on n'a pas vue dans les 15-20 dernières années. C'est incroyable. Mais Danny Pelletier, Julie Morin, merci beaucoup. Puis on se retrouve pour une prochaine capsule. Merci. Alors, Anne, on a écouté la petite capsule avec les experts du Fonds de la FTQ qui parlent en fait vraiment de c'est quoi le reprenariat. Et aujourd'hui, on le sait, il y a des dizaines de milliers d'entreprises qui vont devoir changer de main et qui vont devoir être repris. Est-ce que tu vois ça comme une menace ou comme une opportunité? Écoute, j'ai lu des statistiques dernièrement, là, puis dans les 10 prochaines années, là, ça va être un enjeu vraiment de l'heure. Moi, je vois ça comme une opportunité, mais je trouve ça quand même bizarre que plusieurs personnes qui ne voient pas ce potentiel-là. On dirait que quand on pense entrepreneuriat, on pense partir nos propres affaires, partir from scratch, de zéro, de bâtir nos propres entreprises et tout ça, mais il y a des opportunités extraordinaires de prendre des entreprises qui sont saines, qui ont du potentiel de croissance à laquelle on peut vraiment contribuer. Puis il peut y avoir quand même là, des rencontres exceptionnelles entre des cédants puis des repreneurs. Donc, je dis juste qu'on est peut-être un petit peu en retard. Moi, je vois que là, c'est le sujet de l'heure, mais ça fait longtemps qu'on aurait dû commencer à en parler. Mais il y a énormément de travail à faire au niveau sensibilisation. Ouais, puis sincèrement, je fais peut-être mon coming out, mais moi, je pense qu'après Connect & Go, j'ai pas le courage d'en repartir une de zéro. Maudit que j'aimerais ça pouvoir en trouver une belle qui est déjà partie, qui a déjà des ventes, déjà des revenus, puis essayer de la propulser. Moi, tout comme toi, je pense que c'est une menace pour le Québec, parce qu'on voit les Américains, entre autres, qui commencent à investir et à acheter de plus en plus de cédants parce qu'il y a une opportunité, mais je pense que c'est aussi une grande opportunité pour toute personne qui se dit « J'ai peut-être pas l'idée, mais je sais que je suis un entrepreneur ». Il n'y a pas meilleure façon que de racheter une entreprise. Tu as tellement raison, parce que moi, je trouve la phrase qui peut conclure tout ça, là, j'ai déjà lu à quelque part quelque chose qui disait qu'une société qui manque d'entrepreneurs ou de repreneurs, là, c'est comme si c'était un poumon qui n'a pas d'oxygène. Donc, je trouve que cette image-là nous montre à quel point c'est un sujet hyper important pour, évidemment, qu'on garde nos acquis, puis encore plus dans les régions du Québec où c'est encore plus difficile ce qu'ils vivent présentement, même au niveau du reprenariat. C'est pour ça qu'on est très fiers d'avoir le Fonds de la FTQ qui nous propulse, parce que c'est justement leur mission et le thème de toute la saison des Dérangeants cette année, comment ils peuvent aider des entrepreneurs partout à travers le Québec à reprendre des entreprises. Et donc, tu es passé de ce milieu-là. Tu as dû faire des études comme secrétaire, mais qui n'étaient pas ton choix, de ce que je comprends. Et tu t'es mis à travailler pour une entreprise qui s'appelait comment à ce moment-là? La vie est bonne. Cette entreprise-là s'appelait Créacom, mais la vie est bonne parce que c'était une entreprise qui était dans un secteur du futur sans que je le sache. C'était de la production audiovisuelle. L'audiovisuel était précurseur du multimédia, le multimédia de l'Internet. Donc, moi, j'étais secrétaire réceptionniste d'une entreprise, entre guillemets, peut-être du futur. Je faisais vraiment pas le métier que je voulais, mais mon père, c'était pas un entrepreneur, mais il m'a laissé des legs hyper importants qui m'ont servi tout au long de mon parcours. C'est des legs que je trouve qui ont une valeur inestimable. Il me disait tout le temps, ma fille, même si tu fais pas le métier que tu aurais voulu, même si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, fais-le toujours comme il faut, parce que tu sais pas qui te regarde, qui t'observe, qui un jour va peut-être faire la différence, tu sais, dans ta vie. Donc, je prenais quand même les choses à cœur, puis je faisais mes mathématiques de secondaire 5 par mes soirs. Et ça me faisait mal au cœur, parce que quand tu fais tes mathématiques de secondaire 5 par tes soirs, tu sais, je m'excuse de dire ça, mais tu sais, moi, j'étais la fille super motivée, puis à côté de moi, c'était comme des décrocheurs. Ouais. Les autres, ils voulaient pas, tu sais, ça les intéressait pas. Moi, je tripais, tu sais. Puis je travaillais dans une agence de traitement de texte la fin de semaine pour taper des thèses d'université. Hey, pense à ça, tu vas à l'université, tu peux pas, tu tapes les thèses d'autres personnes. Ça me crevait le cœur. Puis j'étais aussi croupier pour le blackjack. Fait que tu sais, l'image là, que mon père me disait, tu sais, il faut que tu amènes de l'eau au moulin, là, ça m'habitait vraiment pleinement. C'est quoi qui a comme tourné à un moment donné, parce que là, tu étais secrétaire de cette entreprise-là, puis qu'est-ce qui a tourné en toi, ce changement de posture-là, que tu t'es dit, ben en fait, à un moment, je peux la racheter, cette entreprise-là? En fait, j'étais toujours dans cette quête-là, de savoir qu'il y avait quelque chose pour moi sans savoir c'était quoi. C'est fou, là, tu sais, ça paraît ésotérique, mon affaire, ça ne l'est pas du tout, là. C'est juste que tu restes ensemble dans toi, ce qui fait qu'à un moment donné, tu es ouvert à tout. Puis un matin, je suis rentrée au bureau de cette entreprise-là pour laquelle j'étais secrétaire réceptionniste, puis c'était passé quelque chose de fou pendant la fin de semaine. Tous mes collègues de travail, on était à peu près une équipe de 15 personnes, avaient décidé de partir en sauvage à leur compte, puis donc de ramasser toutes leurs affaires. Donc, tu sais, ce matin-là, moi, je me ramasse secrétaire réceptionniste d'une compagnie qui n'a plus d'employés. Hein? C'est là, pour la première fois de ma vie,
que j'ai ressenti en dedans de moi cette capacité-là de voir ce que les autres ne voient pas. Tu sais, Dominique, tu sais que j'ai produit un show télé un jour qui s'appelait « Voir grand ». C'est pas venu au monde pour rien. Ça fait partie de mon histoire. Ce matin-là, ce que j'ai vu, je me suis dit, c'est formidable, tu sais. Je perds pas ma job. Moi, matin, toutes les postes sont disponibles. Moi, je peux appliquer, genre, partout. Puis je suis allée voir mon patron, puis j'ai dit, tous les clients, ils m'aiment. Je leur parle au téléphone, ils m'adorent. Ça fait 9 ans que je travaille ici. Je vais m'occuper des ventes. Occupe-toi de trouver du monde à production. Puis mon patron, il filait pas. Il voyait sa compagnie partir à la dérive. Moi, j'ai dit, regarde, moi, matin, je m'essaye. Puis j'ai appelé le monde. Puis là, j'étais là, c'est Anne qui vous appelle de Créacom. J'ai une promotion. Je suis en charge des ventes. Voulez-vous me recevoir? Tous les clients, sans exception, me disaient oui, tu sais, qui étaient contents pour moi. Puis mon patron, puis moi, on a rebâti cette compagnie-là ensemble. Puis un jour, il m'a annoncé comme la grande nouvelle. Il m'a dit, j'ai parlé à ma femme, on a décidé que, tu sais, on vend l'entreprise. Puis moi, j'avais pas d'argent, je savais pas comment acheter une compagnie, je sais même pas c'est quoi un plan d'affaires, je sais rien. Mais il y a une chose que je sais, c'est moi qui vais l'acheter. Ça, c'était clair dans ma tête. Puis là, dans le fond, j'ai déposé une offre d'achat sans savoir comment acheter une compagnie. Donc, j'ai pas pensé, moi, faire un plan d'affaires, aller chercher de l'argent chez un banquier, tout ça. J'ai juste appelé du monde qui me connaissait. Juste des gens qui savaient que j'étais une super de grosse travaillante. C'était mon étiquette. Puis je pense que vous pouvez en témoigner. J'ai encore cette étiquette-là. Ouais. Je suis une grande travaillante. On en témoigne. Et on va en parler tout à l'heure. Oui, exact. Oui, c'est ça. Et j'ai ramassé de l'argent, assez pour déposer une offre d'achat. Puis le jour, là, moi, en tout cas, je vous dis, là, je suis encore super proche de mes émotions, mais je me suis réconciliée là, en passant avec mes émotions parce qu'un jour, j'ai entendu à C2 Montréal, le président du magazine Paris Match, l'éditeur en chef du magazine Paris Match dire « Un moment d'émotion, c'est un moment de grande vérité ». Fait que je me suis dit, qui peut être contre, dans le fond, tu sais, la vérité, là? Mais le soir que j'ai déposé, tu sais, mon offre d'achat, j'ai regardé Ciel étoilé, puis je me suis dit, Anne, toi, t'as failli, comme genre, mettre fin à tes jours. Tu sais, sans savoir que ton destin, c'est que tu vas être une entrepreneur, c'est ça, finalement, ta voie. Fait que c'est pour ça que j'ai tant ce mot-là tatoué sur le cœur, parce que ça a été comme ma voix, tu sais, où j'ai pu être ce qu'ils appellent self-made woman. Une personne s'est fabriquée toute seule. Là. Puis l'entrepreneuriat, tu sais, je le dis souvent, ça sauve des vies. Même, malheureusement, ça fait que des gens s'enlèvent la vie. Là. Tu sais, j'ai écrit un livre là-dessus que tu as lu, sur lequel j'avais été surpris de voir que la deuxième cause de mortalité chez les entrepreneurs, c'est le suicide. Mais je commence à travailler, entre autres, avec des jeunes de la DPJ. Puis à quel point, un peu comme toi, tu sais, des jeunes qui n'ont pas nécessairement un milieu très, très facile, etc. Après ça, c'est des excellents futurs entrepreneurs. Puis je blaguais même de le dire. Tu sais, il y en a énormément là-dedans qui ont déjà trafiqué de la drogue. It's a business. Et ces gens-là sont capables de calculer, mais on ne leur donne pas la chance. Puis souvent, moi, j'ai l'impression que c'est ça qui va leur permettre. Moi, je pense que j'aurais mal viré parce que j'étais un petit tannant quand j'étais petit si l'entrepreneuriat ne m'avait pas raccroché. Puis je pense que c'est une des valeurs qu'on devrait pousser plus aux gens. Souvent, c'est les gens qui ne fitent pas nulle part qui vont devenir, selon moi, les meilleurs entrepreneurs. Puis c'est un petit peu ce que tu as fait, là, de dire, je pars d'un sous-sol, je suis secrétaire. Moi, j'adore ton côté opportuniste, qui n'est pas quelque chose qu'on aime souvent au Québec, mais de dire, hey, les gens sont partis, il y a une opportunité de prendre leur place. Puis c'est une réalité. C'est un peu comme tous les gens durant une crise économique qui vont plutôt que de se dire il y a des opportunités ou le reprenariat en ce moment, dire, tout le monde panique de dire il y a 100 000 entreprises à vendre. Moi, je suis plutôt excité de voir qu'il va y avoir 100 000 entreprises à vendre puis qu'il n'y a pas tant de repreneurs. Je pense que pour les gens ambitieux, les gens audacieux, puis je pense que c'est quelque chose qui colle à la peau, ça amène quand même une belle opportunité, mais que souvent les gens ne vont pas voir. Puis je pense que tu as su profiter de ce timing-là. Puis quand même fou de réussir à acheter une entreprise quand tu avais un emploi quand même, on le dit, en secrétaire, c'était pas des gros salaires dans le temps. Non, c'était 7 piastres de l'heure, 14 000. Hey, je me souviens encore 14 000 par année. Là. Donc, quand tu vois grand, là, un coup que tu as payé tes besoins primaires, il ne te reste plus rien. Mais je ne l'ai pas eu, hein, cette entreprise-là. Non, mais c'est ça, ça n'a pas fonctionné. Il a dit non. Okay. Non, ça n'a pas fonctionné. Tu vois, moi, j'étais certain que c'était déjà fait de bonne gueule. Non, hey, ça a été comme... Moi, je ne l'ai jamais compris. J'ai dit, hey, moi, je ne l'ai pas quitté quand ces affaires allaient mal. Tu sais, moi, ça, c'est quelque chose qui me suit encore. Que la loyauté. Comme ces espèces de notions-là que tu penses que tu donnes du bien, que tu vas recevoir du bien. Ça ne marche juste pas de même, là. Fait que ça n'a pas marché de même du tout. Il l'a vendu pour 10 000 $ de plus à quelqu'un d'autre. Je me dis, mais ça, il n'est pas business. Il aurait pu me dire, hey,
je t'offre de te financer 10 000 puis je vais te la laisser, cette entreprise-là. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai fait un gros coup de tête, j'ai démissionné. Puis, curieusement, c'est drôle ce que je vais vous dire, c'était une bonne chose puis une mauvaise chose en même temps. Une bonne chose parce que j'aurais été une très mauvaise employée. Hey, moi, j'avais plus le cœur à l'ouvrage. Puis une très mauvaise chose parce que quand tu démissionnes, tu n'as plus de chômage. Tu n'as pas de chômage. Donc là, encore là, je me retrouve comme moi, de l'argent, j'en manquais tout le temps. Là, je me retrouve dans une situation précaire. Et c'est là que s'est passé encore un autre événement qui me menait encore sur le chemin de l'entrepreneuriat. Je vous raconte ça. Ah ouais, vas-y. Mes collègues de travail qui avaient quitté En Sauvage, eux autres, ils étaient partis à leur compte, puis ils faisaient la même affaire que la compagnie pour laquelle j'ai travaillé 9 ans. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils m'ont téléphoné, puis on dit hey, Anne, on veut te voir. T'sais. Fait que là, moi, j'étais encore tout ébranlée. Puis là, je les rencontre. Mais en même temps, c'est mes anciens amis, collègues de travail, tu sais, fait que je m'entends quand même bien avec eux, même si j'avais trouvé ça pas correct, la manière qu'ils ont fait les choses. Puis ils me disent, hey, on a su ce qui s'est passé, viens tant que nous autres, on va donner 15 % de notre compagnie, let's go, embarque avec nous, puis on va te donner 15 % de notre compagnie, puis tu vas t'occuper des ventes. Fait que là, je me dis, hey, moi, j'ai pleuré hier parce que j'ai failli m'endetter pour acheter une entreprise. Puis là, je vais donner $0. Puis je vais avoir 15 % d'une compagnie qui fait la même affaire. Je me suis dit, OK, c'est comme Anne, t'es juste comme une fille qui fait pas assez confiance à la vie. Donc, let's go, je pense, je saute dans l'aventure et je réalise la première journée vers 2-3 heures de l'après-midi que je suis devenue actionnaire d'une compagnie sur le bord de la faillite. 15 % de pas grand-chose. 15 % de pas grand-chose. 3-0 donne toujours c'est ça, exact. Mais c'est surtout... Pourquoi que mes anciens collègues de travail, ils m'ont pas dit la vérité? Tu sais, ça m'a fait comme... Encore là, tu sais, encore là, l'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat, mais il y a comme tout le temps la cause humaine dans tout ça. Où est-ce que tu dis, pourquoi mon patron... Tu sais, pourquoi ça n'a pas marché avec mes parents? Pourquoi mon ex-patron, il vend sa compagnie à quelqu'un d'autre? Pourquoi mes collègues de travail, mes ex-collègues de travail me l'ont pas dit, tu sais? Puis là, ben j'ai fait... j'ai eu une bulle au cerveau. J'ai pensé que je deviendrais une super-héros. J'ai dit, moi, je vais sauver cette entreprise-là. Je vais sauver ma job. Je vais sauver les autres. Tu sais, j'ai pensé ça dans ma tête, ce qui était quand même une bonne intention. C'était venu d'un bon cœur. Puis là, j'ai appris mes premières leçons en affaires, qui est, quand tu essaies de restructurer une compagnie, tu ne te fais pas d'amis. Parce que tu demandes aux gens d'en faire plus avec moins. Tu demandes aux gens de faire les choses différemment. Donc, je filais mal le soir que je me couchais parce que je voyais des gens qui me regardaient comme avec des poignards dans les yeux. Ça me faisait douter de moi. Puis là, je me disais, voyons, ça se peut pas. Je suis juste une bonne personne qui veut comme restructurer cette compagnie-là. Puis probablement que je ne serais pas ici aujourd'hui invitée dans un podcast. Puis probablement que je ferais pas... Mon histoire n'aurait pas fait la une des journaux. Puis probablement que je ne ferais pas de conférence s'il ne m'était pas arrivé ce qui m'est arrivé un matin dans cette entreprise-là qui, au bout de 6 mois, avait atteint ce qu'on appelle le point mort. Elle ne faisait pas d'argent, mais elle n'en perdait pas. Fait que c'était super. J'avais même engagé 3 nouvelles personnes. Ce matin-là, je n'ai pas été capable de rentrer dans l'entreprise parce qu'il y avait une personne que je ne connaissais pas qui m'a bloqué l'entrée. Pensez à ça, tu es actionnaire d'une compagnie, tu as quelqu'un que tu connais pas qui t'empêche de rentrer. Fait que là, vous êtes qui, vous, madame? Puis là, elle me dit, moi, je suis la sœur de l'actionnaire majoritaire, il est en dépression. C'est vrai, le gars, il venait de vivre une séparation. Puis là, elle me dit, j'ai parlé avec les autres associés hier, puis de toute évidence, moi, je n'avais pas été invitée. Puis là, elle continue à parler, puis là, j'entends plus rien. Tout ce que je vois à côté d'elle, c'est une boîte de carton. Puis quand j'ai tiré mon regard à l'intérieur de la boîte de carton, c'était mes effets personnels qui étaient dedans. Puis elle m'a annoncé ce matin-là que j'étais congédiée. Là, j'ai dit, vous pouvez pas me congédier, je suis 15 % de la compagnie. Puis là, elle me dit, ah ouais, montre-moi donc tes papiers. Moi, je n'avais pas de papiers parce que la compagnie était dans le rouge quand je suis arrivée là. Donc, des conventions d'actionnaires, ça coûte cher. Puis j'avais confiance en mes ex-collègues de travail. J'ai dit, on va nipper la compagnie, puis on fera nos papiers après, tu sais. Puis finalement, je les avais pas, ces papiers-là. Donc, j'ai été congédiée, je vous le dis, vraiment, là, comme un chien, là, avec ta boîte de carton dans le stationnement. Là, je vais vous dire quelque chose d'important. On dit souvent, là, tu sais, la fameuse lumière au bout du tunnel, là. Non. Moi, ce matin-là, il n'y en avait pas de lumière. Moi, j'ai vu un tunnel, mais comme vraiment noir. Je dis, il n'y a aucune lumière au bout. Il y a juste rien qui marche pour moi sur la planète. C'est comme, il n'y a rien qui marche, tu sais. J'avais beau tout donner mon cœur, mon âme, tout. Il n'y a rien qui fonctionnait sans savoir que le jour de mon congédiement deviendrait la plus belle journée de ma vie parce que c'est là je suis vraiment devenue une entrepreneur. C'est là que j'ai pris mon destin en main. J'ai plus jamais laissé personne prendre le contrôle sur ma vie. Ça t'a probablement donné le courage. Parce qu'on le voit souvent, les gens vont se lancer en affaires et
souvent, ce que j'ai l'impression, même les gens qui ont des bons salaires aujourd'hui, des gens, moi j'enseigne à l'ETS aux ingénieurs, puis souvent ce que je leur dis, c'est il y a peu de chances que vous soyez entrepreneur. Parce que, vous pensez énormément. Parce que les ingénieurs, ils sont toujours en train de trouver pourquoi ça ne marchera pas, mais surtout, quand vous sortez de l'université, vous gagnez trop d'argent. Donc, si tu sors de l'université et tu fais 100 000 par année aujourd'hui, assez difficile de faire ce choix-là puis de sauter dans le vide, de dire entrepreneur. Moi, je connais pas beaucoup d'entrepreneurs qui ont gagné un salaire décent dans le premier 3 ans. Généralement, là, c'est un 2 à 3 ans. Je pense que parfois, il faut se donner cette dose de courage-là. Ce que je comprends, c'est qu'ils t'ont mis dehors, mais tu as fini par bâtir ton entreprise ou racheter l'entreprise qui t'a mis dehors? Ils m'ont mis dehors, puis honnêtement, je pense que c'est pas le courage, c'est pas du courage que j'ai eu. Je crois que ce qui s'est passé en dedans de moi, c'est que j'ai ressenti pour la première fois de ma vie cette espèce de fibre-là entrepreneuriale. Et comment je l'ai ressenti? C'est parce que les 3 dernières personnes que j'avais embauchées, quand ils ont su que j'avais été congédiée, ils ont trouvé ça pas correct. Puis ils avaient décidé de démissionner, puis ils avaient demandé de me rencontrer. Puis moi, j'étais encore, tu sais, comme tout encore ébranlée. Puis ils m'ont dit une phrase qui a changé la suite des choses pour moi. Puis cette phrase-là est tellement importante parce que, tu sais, on parle au Québec qui manque de repreneurs et tout ça. Puis, tu sais, je dis tout le temps, essayez de voir ce que les autres ne voient pas. Puis eux avaient vu en moi ce que moi, j'avais pas encore pleinement pris conscience. Ils m'ont dit une chose toute simple. Ils ont dit, Anne, quand tu nous as passé en entrevue, c'est à toi qu'on a dit oui, porte-toi en affaires, nous autres, on va te suivre. Moi, je me suis dit, ils sont malades, me partir en affaires le jour de mon congédiement. Tu sais, dans la vie, quand tu pars en affaires, tu veux un petit peu plus de conditions gagnantes, mais regardez comment l'entrepreneuriat, c'est magnifique. C'est plus tu es en instinct de survie, plus que tu es dans l'inconfort, plus que c'est là que tu vas rebondir. Parce que je le sais, un jour, je suis devenue une personne dans le confort. Puis quand tu es dans le confort, tu gères plus le risque de la même manière. Donc, je me suis partie en affaires le jour de mon congédiement, puis mon actif, tout le monde, quand j'en parle, ils partent à rire, ils ne comprennent pas le concept. Je dis, moi, mon actif, c'était mes paiements à la fin du mois. Parce qu'everybody needs deadlines. Moi, j'avais mes deadlines à la fin du mois. Personne pour m'aider. Ouais. Ma famille ne pouvait pas faire mes paiements. J'ai un mois pour partir en affaires, trouver des clients, facturer, puis encaisser mon argent, puis faire mes paiements. Moi, puis je suis devenue une personne, je crois que c'est ma marque de commerce, je suis devenue une personne pas audacieuse d'audace. Moi, là, c'est comme, il fallait que les choses arrivent, pas demain puis après-demain, now, c'est maintenant parce que c'est la course contre la montre. Donc, j'ai fait des choses incroyables, j'ai fait des demandes incroyables, j'ai sollicité des choses que je me dis, j'ai vraiment fait ça, moi? Tu sais, j'ai-tu vraiment fait ça? Puis c'est ça le danger, le jour où tu réussis de perdre ce feeling-là de cette audace-là. Mais cette audace-là que j'avais a complètement bâti la suite de mon parcours avec tout plein d'anecdotes pour bâtir mon entreprise de solutions Internet qui s'appelait Marcotte Multimédia. Pourquoi Marcotte Multimédia? Parce que je me disais, le monde me connaisse un peu. Je ne veux pas prendre un nom qui vont dire « Ah, c'est qui cette compagnie-là? » Tu sais, fait que j'ai dit Marcotte Multimédia, puis ça va être tout le monde va savoir, dans le fond, ceux qui me connaissent vont savoir c'est mon entreprise. Puis je suis partie en affaires quand le taux de connectivité Internet au Québec était de 5 %. Tu disais Internet, le monde ne savait même pas c'était quoi, puis toi, tu voulais gagner ta vie là-dedans. C'est là que je suis partie pour de bon comme entrepreneur. Est-ce que tu savais à quel point comment Internet allait devenir énorme? Est-ce que tu le sentais en dedans de toi ou c'était une opportunité d'affaires à ce moment-là? Je me souviens du premier site web que je suis allée voir, que c'est un gars que j'avais rencontré qui était très fort dans les technologies. Puis, tu sais, moi, j'ai tout le temps eu soif d'aller ces bancs d'école. Moi, tu sais, moi, là, c'est quelque chose qui me dévorait l'intérieur, ce manque-là. Donc, j'étais comme, je voulais tout savoir, tout apprendre et tout ça. Puis, il m'avait montré, il m'avait dit, nomme-moi un nom de compagnie, on va aller voir s'il y a un site Internet. Je me souviens encore, j'avais dit, on va aller voir si Club Med a un site, tu sais. Puis, je me souviens, là, tu sais, le temps d'apparition de la page qui téléchargeait. Puis, quand j'ai vu ça, j'ai senti l'univers. Tu sais, j'ai senti, il y a quelque chose là-dedans. Mais moi, je voulais partir là-dedans, mais même c'est ça qu'on allait faire, on n'avait pas assez de clients, donc on faisait à l'époque des CD-ROM. Tu sais, des CD-ROM qu'on appelait des CD-ROM corporatifs. Là, tu sais, au lieu de faire des brochures imprimées, c'était, dans le fond, des présentations électroniques sur un support qui était des CD-ROM. Je me rappelle des cartes d'affaires. CD-ROM, tu te rappelles-tu de ça? Les petits CD-ROM qui étaient des cartes d'affaires, c'était supposé changer la carte d'affaires. Ça n'a pas duré longtemps. Écoute, tu dis ça, là. L'autre fois, je fais une conférence, il y a un jeune garçon qui vient me voir, il était agent immobilier.
20 quelques années, il vient me voir et dit « Excusez, votre conférence était super, mais c'est quoi un CD-ROM? » Hey, je me suis sentie comme genre « Oh my God! » Là, je suis vraiment rendue là. Fait que là, je dis « Il faut que je fasse attention à mes mots pour expliquer. » C'est pour ça que j'essayais d'expliquer un peu plus. Bon, s'il y en a qui se disent « C'est quoi un CD-ROM? » Ben oui, effectivement. Allez sur Google. Exactement. Allez sur Google, vous allez voir. Puis pour se resituer un peu, on est en quelle année quand tu fondes Marcotte Multimédia? Puis tu as quel âge? On est en 1996. Et puis, j'ai 30 ans. Donc, vraiment, là, au début, en plus on peut dire, un peu plus que de l'âge adulte, mais quand même, à ce moment-là, est-ce que tu avais déjà des enfants? T'étais placé comment au niveau moi, un petit peu famille? C'était... J'étais célibataire. Tu travaillais tout le temps. Moi, dans ma tête, c'était clair que c'était juste, à 100% mon entreprise. Je voulais bâtir ça. Puis pas typique dans ces années-là. Il faut le dire, pour une femme moi, célibataire à 30 ans qui se dit, moi, ce que je veux dans la vie, c'est bâtir une entreprise. Non, moi, j'étais comme c'est déjà encore nouveau, mais je me dis, en 96... à Québec, moi, je venais de Québec, puis à Québec, là, en fait, dans les technologies, là, il y avait comme 2 entreprises dirigées par des femmes, une à Québec, une à Montréal. Il y avait moi à Québec, évidemment, puis à Montréal, c'était Louise Gay. Puis elle avait fait le mannequin virtuel. Vous vous souvenez-vous de ça? Ben, moi, c'était comme... C'était gros. Oui, c'est ça. Puis c'était comme mon... Puis on se respectait beaucoup parce que, on était comme les 2 femmes là-dedans. Puis quand je suis partie en affaires, je suis partie sur des chapeaux de roue, donc avec les moyens du bord. Puis je parle beaucoup de mon père parce que je trouve ça important de démontrer que c'est pas parce que tu viens d'une famille qui n'est pas entrepreneuriale que tu n'as pas des enseignements qui peuvent te servir. Ouais. Puis à un moment donné, mon père, il n'avait plus de mes nouvelles, puis il savait ce qui m'était arrivé. Puis là, à un moment donné, il a dit, là, t'es où? Puis je vais aller te voir. Puis je m'étais pogné une espèce de genre de petit bureau piteux, là, tu sais. Puis j'ai dit, papa, je veux que tu viennes. C'est comme, j'ai comme super honte de mon bureau, tu sais. Puis là, mon père, il me dit une phrase, il me dit, c'est pas le bureau qui compte, ma fille, c'est les responsabilités que tu as derrière. Puis là, je me mets à pleurer, puis là, je donne l'adresse, OK, tu peux venir me voir, tu sais. Puis ça m'a marqué pour le reste de ma vie, tu sais, qu'à quelque part, on s'en fout du bureau, tu sais. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait derrière, les accomplissements qu'on a derrière. Puis là, ben la phrase qui a marqué plus cette partie, mes 5 premières années, là, ça a été que... moi, je dis aux jeunes que je rencontre, si vous pensez qu'il n'y a pas de travail dans le succès, je vais vous donner le meilleur conseil en ville, lâchez tout de suite. Parce que moi, j'ai pas trouvé d'autres chemins quand j'ai bâti mon entreprise. Tu sais, c'était vraiment le travail, c'est comme ça s'expliquait pas, là, le nombre d'heures que c'était inexplicable, là, tu sais, puis les fins de mois arrivaient vite, puis c'était non-stop, là. Tu sais, on le dit tout le temps, des vieilles phrases, tu sais, est-ce que je l'aurais fait, l'avoir su, là, tu sais, une chance, tu sais pas dans quoi tu t'embarques, là, tu sais. Mais t'aimais ce que tu faisais, je veux dire, là, cette aventure-là a duré combien de temps? Ça a été un parcours à vitesse grand V, parce que cette entreprise-là, je l'ai eue pendant une dizaine d'années, puis je suis tombée à un moment donné dans le phénomène de la bulle Internet. Hein, là, je suis passée dans toutes les étapes, là, tu sais. Puis je suis fière de vous dire que j'avais développé une expertise dans le commerce de détail, comme le site de Métro, métro.ca, Family Prix, Canac, les quincailleries, Mondou, nourriture pour animaux, tout ça. Tu sais, c'était vraiment notre core business, puis j'étais fière de cette business-là. Mais à un moment donné, on est dans la bulle Internet, puis là, on est sollicité. Là, les joueurs s'intéressent à nous autres, puis là, ils veulent investir, ils nous appellent un peu la matière grise, puis ils veulent investir tout ça dans nos compagnies. Puis, ça m'a amené à faire une transaction, puis c'est sûr que j'aurais pu vous en parler pendant d'une heure de tout ce parcours-là, mais j'ai toujours dit que mon entreprise qui a été sollicitée comme ça au bout de 10 ans, puis moi, mon entreprise, j'ai jamais voulu la vendre, hein? Jamais. Je n'ai jamais voulu vendre mon entreprise. C'est le monde qui me courait après pour l'acheter. J'ai toujours dit que elle valait 20 ans. Tu sais, elle valait 20 ans tellement j'avais mis des heures de... Ouais. Le monde me disait, c'est donc bien, il était vite ton affaire. C'est parce qu'écoute, le nombre d'heures que j'ai mis là-dedans, ça vaut 20 ans, cette entreprise-là que j'ai vendue, là. Puis qu'est-ce qui fait que tu as décidé de vendre? Je me dis, tu as appelé ça ton nom. T'sais, moi, c'est quelque chose même que souvent je dis aux entrepreneurs de faire attention. T'sais, parce que quand la business s'appelle Marcotte Multimédia, tu mets une partie de toi. Parce que t'es ta business, la business, c'est toi, c'est très fusionnel. On le voit aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui relient leur nom à leur entreprise, puis je trouve que ça rajoute un poids supérieur sur l'entrepreneur de dire c'est presque fusionnel, mais comment, tu
semblait avoir un peu la vie de rêve, de dire une entreprise en forte croissance dans la bulle Internet. Donc, évidemment, je me rappelle de ces années-là, mais c'était effectivement là, plein de compagnies. Puis j'avais fait le plus gros coup d'éclat de ma vie. Là. Vous savez que j'étais là en Chine. Avec Lucien Bouchard. Avec Lucien Bouchard, c'est ça. Une mission commerciale qui a changé complètement. Moi, je dis tout le temps, il faut que tu aies un coup d'éclat. Dans ta carrière, il faut que tu aies un coup d'éclat qui fait en sorte que il se passe une magie qui fait que du jour au lendemain, ta notoriété vient d'aller chercher des bonnes fondations. Moi, ça a été la Chine. J'étais comme une entreprise comme une autre jusqu'au jour où je ne suis pas capable d'avoir de contrat à Montréal. Je suis basée à Québec. Je ne suis pas capable d'avoir des contrats à Montréal, puis j'en ai besoin pour vivre. Puis je me dis, je ne vais pas voir petit, je vais voir grand, je vais tout faire, moi, pour me faire connaître. Puis je décide d'aller en Chine sans savoir que je ne serais pas acceptée. Là. Moi, je n'étais pas acceptable dans cette mission-là. Moi, c'était Bombardier qui avait sa place, pas Marcotte Multimédia avec 4 employés, incluant moi-même, là, tu sais. Mais finalement, moi, j'avais décidé que j'y allais. Fait que j'arrêtais pas de solliciter le gars qui On te connaît pour ça? Oui. Oui, c'est ça. Mais, non, mais quand elle veut quelque chose, elle l'a. J'étais convaincue que j'avais ma place là-dedans, tu sais. Puis j'ai convaincu Frédéric Albero de m'accepter sur cette mission-là. Puis c'est là que ça a fait un coup d'éclat. C'est là que j'ai fait rire de moi par mes compétiteurs, parce que les compétiteurs, ils n'avaient pas vu ce que j'avais vu. Ouais. Mes compétiteurs, eux autres, ils disaient... tu sais, qu'est-ce que ça va faire en Chine, même pas de contrat, tu sais, à Montréal. Moi, c'est pas la Chine que j'avais vue. Parce que moi, quand j'ai rencontré le délégué de la mission, puis je le convainquais de m'accepter, je lui avais demandé, c'est combien d'heures de vol, la Chine? Puis il m'avait dit, ça dépend des vents. Moi, j'ai prié, pour qu'on aille le vent d'en face. Parce que je me suis dit, 1 heure de temps, avec Lucien Bouchard. Avec Lucien Bouchard, dans un avion avec 159 clients potentiels, les portes barrées, scellées, personne ne peut se sauver. Je vais doubler le chiffre d'affaires. Puis c'est ce qui est arrivé. Mais mes compétiteurs, ils n'avaient pas vu ça. Ils avaient vu la petite secrétaire qui ne sait pas quoi faire, qui s'en va en Chine. Non, moi, tant mieux, j'ai des contrats en Chine, mais moi, c'était de ce qui se passait, dans le fond, sur l'avion. Tu as tout fait tes pitchs de vente, t'imagines-tu? 13 heures de temps dans l'avion avec Anne Marcotte qui est là. Moi, là, j'étais... Non, je vais vous le dire. Mais moi, je vole souvent, évidemment. Je fais beaucoup d'international. Puis j'ai quand même souvent croisé des gens. Puis l'avantage de voler beaucoup, tu es souvent upgradé. Fait que tu finis en classe affaires. Puis j'ai rencontré des gens exceptionnels, là, des politiciens. J'ai été assis avec Jeff Molson. Puis évidemment, tu es dans l'avion. Tu te mets à parler, tu vas avoir des discussions que tu n'aurais pas autrement. Puis j'adore ce modèle-là, effectivement. Puis je pense que les missions commerciales, moi, je vois la même chose. La plupart du temps, c'est la seule endroit où tu passes du temps de qualité avec d'autres Québécois ou d'autres gens. Parce qu'évidemment, souvent, tu es mis dans un autobus, tu es encadré, tu es ensemble tout le temps. Je pense que ça crée des connexions. Puis, on parle souvent d'innovation, entre autres dans les conférences qu'on fait. Puis je pense que c'est une façon d'innover, de dire tout le monde regarde Montréal, tout le monde regarde les stratégies de vente traditionnelles. Pourquoi je n'irais pas m'enfermer dans un avion? Ça, c'est quand même intéressant. Mais j'aimerais quand même te ramener au moment de pourquoi que Anne Marcotte a décidé de vendre Marcotte Multimédia, sachant que c'est une industrie d'avenir, sachant que tu en étais fier, je pense, à ce moment-là. C'est-tu ton milieu modeste qui t'a dit « je peux faire une passe d'argent puis ça va me sécuriser » ? Non, l'argent, ça... J'ai jamais voulu vendre ma compagnie, elle n'a jamais été mise à vendre, puis l'argent, c'était pas ça ce qui valait cher, c'est cette capacité-là de bâtir des choses, tu sais. Premièrement, je ne l'ai pas vendu d'un seul coup. Là. Je l'ai vendu en 2 blocs, finalement. En pièces détachées. En pièces détachées. J'ai bien fait. Même j'ai eu d'autres conseils. J'ai bien fait parce que la deuxième partie, je l'ai vendue 10 fois plus cher que la première fois parce que l'entreprise a pris de la valeur. Mais pourquoi je l'ai vendue? Moi, je dis, un bon entrepreneur, ça doit savoir quand partir en affaires. Puis ça, c'est très, très, très difficile. Mais c'est rien comparé à savoir quand en sortir. Moi, je suis profondément convaincue de 2 choses. J'ai pris les meilleures années d'Internet. Nous, on faisait ce qu'on appelle les Content Management Systems, les systèmes de gestion de contenu. C'est ça. C'était des solutions qu'on vendait qu'aujourd'hui, là, je veux dire, tu es capable de faire... Là, exactement, que tu peux... Puis, est-ce que tu voyais ça venir? Que justement, il y avait une bulle, que la bulle, à la moment donné, elle allait s'éclater? La première chose que je voyais, c'est que l'art de se réinventer, là, ça faisait longtemps que nous autres, on avait ça à temps plein. Les changements de langage, les changements de technologie, les changements... C'était très essoufflant, mais c'est pas ça qu'il y a eu que j'ai reçu l'appel. L'appel intérieur, je l'ai reçu quand à un moment donné, j'avais gagné quand même pas mal tous les prix, meilleur site Internet au Québec, tout ça. Puis là, à un moment donné, je suis rentrée au bureau là, un matin, puis j'ai comme ressenti mon leadership moins fort, tu sais. Puis là, je me suis dit, hein, ça va revenir, tu sais, ça a tout le temps revenu, mais dans les pires moments, j'ai déjà tiré mes clés en arrivant chez nous, là, dans les escaliers, puis dire à mon chum, c'est comme, je veux plus rien savoir, je rentre plus. Puis le lendemain matin... Oui, c'est ça. Ben oui. Non, une fois par semaine, j'ai envie de flipper des boulettes chez McDo.
Puis là, j'y pense pendant 15 minutes. Là, je me dis sûrement qu'il me mettrait dehors après 30 minutes parce que je lui dirais que c'est complètement stupide la façon qu'il flippe le boulette. Je pense que tout entrepreneur rêve de ne pas être entrepreneur une fois de temps en temps. Ben oui, tu dis, mais tu dis, cette feeling-là, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Puis, à un moment donné, j'ai dit, ça va revenir, puis c'est pas revenu à 100%, puis j'ai eu le sentiment, cette espèce de sentiment-là, ça s'explique pas de dire, je pense que j'ai accompli de grandes choses, je pense que là, il faut que je pense à autre chose. Puis, bon, j'ai eu différentes négociations et tout ça qui m'ont amené à voir, dans le fond, puis ça, je suis très fière de vous le dire, ça vous montre mes valeurs. Vous savez, nous, ils nous appelaient les nouveaux millionnaires. Dans le domaine des bulles Internet, ils appelaient ça les nouveaux millionnaires. Très peu restaient, ils encaissaient l'argent puis ils s'en allaient, tu sais. Puis moi, j'ai décidé de la vendre à Transcontinental, puis j'ai choisi Rémi Marcoux, j'ai choisi cet entrepreneur-là, j'étais sollicitée par d'autres compagnies, j'ai eu un bon feeling avec ce Beauceron, monsieur-là, Beauceron, entrepreneur Beauceron. Puis j'avais un contrat qui était lié avec un solde de prix de vente, mais on s'entend que c'était pas ça la nerf de la guerre. Puis je suis fière de vous dire que je devais faire 3 ans, puis j'ai fait 4 ans. Moi, je suis hyper fière de ça parce que tout le monde a levé les feutres, là, tu sais. Puis, je sais pas si on va aller là dans l'entrevue, mais c'est là que c'est un coup que je suis partie, là, avec l'âme en paix. Tu sais, j'ai bien fait ça. J'ai laissé un carnet de commandes plein. L'entreprise, 38 des bidas, tout, je veux dire, c'est comme tout va sur des roulettes. Le carnet de commandes est plein, tout ça. Je suis partie, j'encaisse mon argent, tout le kit. Ben là, moi, c'est là que j'ai fait une dépression. Mais non, mais c'est ça. Là, dans le fond, tu as 39 ans, tu es une femme. Là, tu as un enfant déjà. Tu as ton garçon. Là, j'ai mon garçon, oui. Tu as ton garçon. Là, tu deviens millionnaire. Je veux dire, chose que jamais tu aurais pu espérer de ton sous-sol en dessous de tes grands-parents. Comment tu t'es sentie, justement? Est-ce qu'il y a eu un vide, un néant? Est-ce que je vais retrouver ce perte d'identité? Est-ce que je vais retrouver ce buzz-là? Parce qu'on s'entend, là, tu as travaillé longtemps dans super travaillante, c'est intense, tu es audacieuse, tout le monde te connaît. Puis là, du jour au lendemain, tu n'as plus de carnet de commandes, tu n'as plus d'email, tu n'as plus... C'est surtout, tu n'as plus de carte d'affaires. Ouais. Ben moi, là, j'étais rendue... J'étais complètement fuckée. Je savais pas à quelle heure me lever, à quelle heure manger, à quelle heure me doucher. Tu sais, moi, avant, là, à 8 heures, j'étais dans un bureau. Là, ça amène une routine. Moi, là, j'ai fini de travailler un vendredi, puis j'ai accouché un samedi. Puis le lundi à 9 h, j'avais un meeting au bout du fil avec Métro. Puis je vous dis juste qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais su que j'étais enceinte, là, tu sais. Parce que... Puis il y en a qui peuvent dire « T'as pas pris soin de toi, t'es folle. » Non. Moi, je vous dis même qu'à un moment donné, je suis allée voir une psychologue, tu sais. Puis je vivais des choses plus difficiles, personnelles. Puis elle m'a dit « Tu sais, toi, ton travail, là, ça te ground, puis ça... Tu as de l'estime là-dedans, puis ça te fait du bien. Garde ce qui te fait du bien. Fait que moi, mon travail, il me faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien, tu sais. Oui, mais à quel point, justement, quand on est tellement identifié à son travail, quand on se le fait, je veux dire, avec volonté, on vend notre business, à quel point on se retrouve devant un certain néant? Je n'étais pas identifiée à mon travail, tu sais, de Anne Marcotte, PDG de Marcotte Multimédia. J'étais identifiée à une entreprise que j'avais bâtie, tu sais, à l'entrepreneuriat. Et pourquoi j'ai fait une dépression? Parce que, oui, tu te retrouves là comme... Tu n'as plus de repères, là, c'est comme super... Tu es tout mélangé, mais c'est les Moses de phrases que les gens te disent. Ah, toi, t'es une has-been. Hey, moi, là, je vous le dis, là, je suis pas gênée de vous le dire. J'étais même allée googler has-been, ça veut dire quoi exactement, tu sais. Puis c'est dramatique quand tu lis ça, là, ça dit que t'es juste ton passé. T'es même plus un présent, t'es même plus un futur. Puis les gens me disaient, tu sais, t'as fait un succès, c'est le fun, mais t'en feras pas un deuxième. Puis allez voir quoi. On dit souvent ça des artistes, hein, quand ils font une chanson très connue et qu'on dit, il n'y a rien qui a fait par la suite. Mais pourquoi l'opinion des gens... t'importait tant que ça. Puis mais je pense qu'encore aujourd'hui... Tu es dans une quête d'aller chercher... De reconnaissance? Non, tu es dans une quête de retrouver ta voie, ton chemin. Tu sais, quand j'étais dans le sol, où je vivais dans un sol, je le savais que j'étais vouée à quelque chose de grand. Je le savais. C'est cette quête-là. Je cherchais quelque chose que je savais pas quoi, mais je cherchais. Là, je cherche quoi, là, maintenant, tu sais? Puis j'ai retrouvé ce jour... En passant, j'ai lu beaucoup de livres. Là. J'ai lu Lâcher prise, Penser pour lâcher prise, 7 clés en pour théorie, lâcher c'est prise. le fun. En pratique, c'est un peu plus tough. Moi, je me disais, ça se peut pas si c'est fini là. Si vous avez un livre sur le lâcher prise, vendez-le à Anne immédiatement. C'est ça, je vais vous faire une critique. Mais c'est aussi lâcher prise de l'opinion des autres. Non, c'était pas ça. C'était lâcher prise de qu'est-ce que j'ai encore de cette soif-là. Comment ça que je peux... Tu sais, qu'est-ce qu'il y a... Oui, mais cette soif-là vient d'où? De bâtir encore, de vouloir... Mais pourquoi bâtir?
Parce que c'est ça pour moi ma richesse. Ma richesse, c'est pas le compte de banque. Ma richesse, c'est cette capacité-là de bâtir des choses quand tu n'as pas de conditions gagnantes pour le faire, que même tout le monde pense que tu n'y arriveras pas. Tu sais. Puis il m'est arrivé une révélation, ça paraît fou de vous dire ça de même, mais pensez à l'image. Je suis dans un restaurant Cora, puis regardez comme tu parles d'un avion que tu rencontres du monde. C'est bizarre la vie, hein? Puis un jour, j'ai fait des choses avec Mme Cora. J'étais dans un restaurant Cora, je lisais mes livres, là, tu sais. Puis à un moment donné, j'étais allée dans la salle de bain, j'ai eu un flash incroyable. Je sais que ça peut paraître fou. Je me suis regardée dans le miroir, je me suis dit, Anne, t'as les yeux bruns, t'as les cheveux bruns, t'es une entrepreneur, tu vas rebâtir autre chose. Et ce jour-là, j'ai décidé que j'allais devenir mon propre client. Puis c'est là que j'ai eu l'idée de partir une émission de télévision sur la cause qui me tenait le plus à cœur, l'entrepreneuriat qui m'avait sorti de la pauvreté. Puis j'ai dit, je vais en faire un show télé qui va aider, dans le fond, les entrepreneurs. Et c'est là que je savais pas comment faire un show télé. C'est là que j'ai failli perdre les acquis financiers parce que je finançais mes affaires et tout le kit, puis ça marchait pas. Mais c'est là que j'ai décidé de repartir en affaires puis de devenir productrice télé. Mais justement, est-ce que justement... Parce que j'ai l'impression que tout au long de ton parcours, puis je le vois encore aujourd'hui, tu sais, ce désir de reconnaître, oui, de redonner 100% à l'entrepreneuriat, quelque chose qui t'a nourri, mais en même temps, ce désir d'être vu, d'être reconnu, d'être valorisé dans son travail. Tu sais, est-ce que c'est quelque chose qui te Bien là, écoute, être vu puis reconnu, là, mettons qu'aujourd'hui, ça n'a pas rapport, là. Je me mets... Il y a du monde à qui je parle au téléphone, tu sais, puis qui me disent, comment ça, vous me parlez pas de vous, puis vous parlez toujours des autres. Je suis plus pantoute là-dedans, je suis plus dans le... Je suis encore dans cette espèce de... As-tu encore peur? Parce que moi, parfois, j'ai l'impression, tu sais, quand tu disais le peur de devenir une has-been, évidemment, nous, on te côtoie sur une base, je dirais, quasiment quotidienne ou au minimum hebdomadaire. On se parle, je pense, plus qu'une fois par semaine. J'ai cette impression-là que tu cherches encore quelque chose. Puis que, je sais pas, on sait, puis on en parlera un peu à la fin, tu as eu des désirs d'aller en politique, toujours liés à l'entrepreneuriat. Je pense que tout ce que tu as fait, moi j'ai vu, tu n'étais pas là à Gatineau cette semaine, mais tu sais, le message qu'ils ont fait sur toi en disant à quel point tu as changé la vie d'énormément d'entrepreneurs avec l'As des maîtres, mais on sent que c'est quoi ce petit truc-là que tu cherches? Dominique, c'est fou ce que tu viens de me dire là, tu viens de répondre. Moi, là, vous allez trouver ça bizarre, je vous ramène à la notion de la richesse, OK? Moi, je dis que chaque personne, chaque être humain a sa propre définition de la richesse. Je ne vous raconterai pas la mienne parce que à chaque fois que j'en parle, je me mets à pleurer. Mais je vais vous dire quelque chose d'important. Je suis convaincue que moi, ma richesse, ce n'est pas mon compte de banque. C'est quand je vais mourir, ma capacité de continuer à vivre à travers les parcours que j'aurai changés. Quand je lis des livres... Donc, tu veux marquer des gens. Quand je lis des livres puis mon nom est dedans, je me dis, moi, je vais mourir, mon nom va être encore là. Quand je vois quelqu'un vient me voir, Mme Marcotte, je vous avais entendu en conférence, regardez, aujourd'hui, je suis partie en affaires, je me dis, je vais vivre à travers cette personne-là. Je suis profondément convaincue que je vais vous dire ça comme ça, le pire échec qu'on peut avoir dans la vie, quand on a eu un succès, le pire échec, c'est de ne pas contribuer au succès des autres. Ça, oui. Je considère que quand on a eu un succès, on a la responsabilité morale de dire on doit prendre les projecteurs, les mettre sur les autres, puis contribuer au succès des autres. Donc, c'est ça, cette soif-là. Les gens qui m'appellent... Ce matin, ça m'est arrivé, je reçois un courriel d'un gars qu'on a aidé dans nos programmes de cohorte de co-développement. On fait beaucoup de cohortes de co-développement pour aider les entrepreneurs au Québec. Puis je reçois un courriel, il dit « Je vais pas super bien, je sais pas à qui me confier, puis j'ai un bon feeling, Anne, t'accepterais-tu de me parler? » Ça, c'est ma paye. C'est pour ça que je fais ça. C'est ça qui me tient à cœur. Je me vois pas, tu sais, être chez nous... à m'acheter 50 millions de choses. Puis de toute façon, quand tu as de l'argent dans ton compte de banque, vous savez qu'est-ce qui arrive? C'est les autres qui font de la projection sur toi. Ah, moi, ta place, que je ferais ça. Ah, moi, ta place. Le monde ne comprenait pas. Tu sais, mon auto, elle avait 11 ans. Tu sais, mon auto, elle avait 11 ans. Le monde était là, ton auto, elle a 11 ans. Et j'étais allée, à un moment donné, changer ma voiture. Et le vendeur me dit, quelle année votre voiture? J'ai dit, en 2008. Il dit, oui, 2018. Je dis, non, 2008. Il dit, vous avez pas été dragonne, vous, madame? Tu sais, dans sa tête, c'est comme, vous avez été dragonne, puis vous avez une auto 2008, mais moi, tout ça du fait que quand on était jeune, on en a manqué des choses, puis mon père me disait, fais attention à tes choses, tu sais pas quand est-ce qu'il va en avoir d'autres. Ça m'a tout suivi, même le jour où j'ai encaissé de l'argent. Puis ça, c'est Dieu merci, parce que j'ai vu trop de monde encaisser de l'argent puis virer fou. Moi, mettons, quelqu'un me dit, même matin, dis-moi, c'est quoi qui te rend le plus fier?
c'est qu'il y a du monde qui me croise, puis ils savent pas, puis c'est tout ça, là, c'est ma grosse fierté. Puis moi, j'aimerais te ramener là un peu. Aujourd'hui, principalement, ta business, qui est Vivemtia, qui entre autres, représente Marie-Josée, représente Nicolas Duvernois, entre autres, comme conférencier, fait des cohortes de développement. C'est une entreprise qui vise à mettre les entrepreneurs de l'avant, principalement. Elle vise à s'assurer de faire sa part dans le développement socio-économique. Puis moi, je dis le Québec, ça fait longtemps que je le dis, le Québec manque d'inspiration, manque de modèles, manque de héros, il en manque. Puis il en manque 100 fois plus depuis qu'il y a les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux fabriquent des fausses images, des fausses histoires, on va se le dire. Donc, Vivemtia, c'était à l'origine une compagnie de production télé qui a fait Voir Grand.tv, l'ancêtre de l'émission Dans l'œil du dragon. Je tiens à dire que tu m'avais refusé. Je l'ai encore sur le cœur. Exact. Non, mais regarde comment la vie est bonne. Regarde, ça montre mes valeurs. Je suis encore en contact avec des gens que j'ai croisés grâce à cette émission-là. Passons à Alexandre Brunet, qui avait Pizza Stromboli, maintenant Pizza numéro 900. Nicolas Duvernois, tout du monde que j'ai croisé, tu sais. Mais Vivemtia était à l'origine une compagnie de production télé, mais... à un moment donné, je dis tout le temps que l'univers a horreur des vides. Donc, moi, à cause que mon histoire avait fait la une des journaux, j'étais appelée à faire des conférences. Le monde me dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine à mon congrès? Qui je vais recevoir? Je me disais, voyons, je peux pas laisser la case vide là. Genre, moi, je connais quelqu'un, je connais un entrepreneur. Puis, à un moment donné, ça a été comme, tu sais, de fil en aiguille. Puis, à un moment donné, ça a été comme une boule de neige. Puis, aujourd'hui, c'est une entreprise qui, je suis fière de le dire, qui va super bien. Puis que quand j'ai des doutes, des fois, parce que oui, des fois, j'en parle, genre, je suis encore en train de faire des choses, moi, dans la vie, tout ça, tu sais. Puis des fois, veux pas, faut pas faire ça, faut pas se comparer, mais oui, ça nous arrive. Des fois, tu regardes les réseaux sociaux, puis des fois, je me disais, coudonc, ma vie a l'air bien plate comparée à d'autres affaires que je vois, d'autres posts et tout ça. Mais quand je regarde des fois, tu sais, des situations, je me dis, hey, ma petite binerie, finalement, je pense qu'il y a bien du monde qui la voudrait parce que, tu sais, elle roule solide, là, tu sais. Mais j'avais plus envie d'avoir, tu sais, j'ai déjà eu, mettons, je ne suis pas montée à 100 employés. Moi, j'ai eu 35 employés au maximum. C'est déjà beaucoup. Mais j'ai plus envie d'aller là. Ça, c'est quelque chose qu'en cours, ça m'a usé. Moi, la gestion des ressources humaines, là, je vous l'avoue, là, ça m'a beaucoup usé et déçu même. Je dois vous dire, et même déçu. Puis pour parler de déception, il y a 2 angles sur lesquels j'aimerais t'amener. Tu sais qu'on en parle souvent de... J'ai un avis parfois un peu dur sur ce qu'on appelle le star system entrepreneurial. Je pense que quand tu as lancé Voir Grand, être entrepreneur, c'était pas bien vu. Puis on avait besoin, je pense, justement, de plus d'entrepreneurs pour commencer à rendre ça sexy, être entrepreneur. Je pense qu'avant, c'était même pas un choix de carrière. Personne parlait de ça. Aujourd'hui, on est rendu quand même d'un autre côté du spectre. Là. Les entrepreneurs sont sur des tapis rouges, font des shows de télé, sont très, très reconnus. Puis il y a eu énormément de scandales quand même d'entrepreneurs conférenciers, d'entrepreneurs qui ont fait des shows de télé très, très connus au Québec. Puis tu pousses quand même des entrepreneurs à se mettre en avant. Comment tu le vois? Puis à quel point tu vois aussi des fois que c'est un risque? Parce qu'on sait, par exemple, tu nous représentes tous les deux. Demain matin que je fais une niaiserie, ça va t'affecter aussi. On a vu, entre autres, Nicolas, dernièrement, qui a fait une sortie sur son épuisement professionnel d'une certaine façon, en disant, OK, il a poussé peut-être la note un petit peu trop forte. Comment tu vis ça? Puis l'autre angle que j'aimerais avoir, parce qu'on en a souvent parlé, tu t'es impliqué dans plein de clauses. Tu t'es impliqué dans Adopting, entre autres, qui était une super aventure, que je ne sais même pas si ça existe encore. En fait, on se posait la question, moi, PMG, de dire, est-ce que c'est encore actif ou pas? Puis souvent, tu me parlais d'un peu l'ingratitude, pour dire le mot des entrepreneurs, de dire la nouvelle génération d'entrepreneurs, puis c'est beaucoup à eux que nous, on parle, comme podcast, c'est cette nouvelle génération d'entrepreneurs-là qui prennent, mais qui oublient qu'à un certain moment, il faut redonner. Puis je sens que la ligne directrice du podcast est énormément sur j'ai pris, mais aujourd'hui, j'ai envie de redonner. Et ça, je le vois. Fait que peut-être, c'est quoi ton image aujourd'hui? Parce que parfois, on échange même sur des choses en privé, qu'on parle de show de télé sur lequel on sait que certaines personnes assises dans les sièges n'ont pas les moyens financiers, définitivement, d'être assis dans ce siège-là. Et comment tu vois peut-être un risque de pousser les entrepreneurs peut-être un peu trop à l'avant-scène? Parce que c'est pas notre métier de faire des conférences, il faut gérer nos business. Mais il y a certaines personnes qui s'est mis à donner plus de conférences, je pense, que de gérer leur propre business. Bon, moi, je dirais que les gens que j'ai choisis, parce que tu arrives à un moment donné dans ta carrière où tu as le droit de faire des choix. OK? Ouais. Les gens que j'ai choisi de représenter, c'est des gens que j'ai vus rouler dans des vieilles voitures. J'ai vu, des gens... Je les ai vus, là,
dès le départ, qu'est-ce qu'il y avait de l'air, là, tu sais. Je les ai vus travailler fort. Je les ai vus m'écrire des courriels dans le temps que je les représentais même pas, à 2-3 heures du matin. Tu sais, j'ai tout vu cette ascension-là. J'ai vu de où ils sont partis. J'ai vu jusqu'à où ils sont montés, tout comme vous autres. Marie-Josée, je t'ai connue parce que tu étais au Dragon. Puis tout le temps, je dis, quand, mettons, je parle de... Parce que moi, je suis toujours aussi bonne que la dernière personne que j'ai référée. Hein? Moi, c'est ça, ma business. Quand quelqu'un dit, j'ai un congrès, qui je devrais prendre, je veux inspirer, que ce soit des jeunes entrepreneurs, peu importe. Quand je parle de toi, exemple, Marie-Josée, je dis tout le temps, puis vous allez voir, c'est quoi mon pitch de vente? Je dis, moi, j'ai fait de la télévision avec cette fille-là. Je sais c'est quoi avoir des caméras sur soi. Je sais c'est quoi bien paraître. Ce que j'aime de cette fille-là, quand les caméras se sont fermées, c'est la même personne. Ça, pour moi, c'est des grandes valeurs. Tu sais, j'explique le storytelling du pourquoi je suis avec cette personne-là. Dominique, quand je parle de toi, je dis tout le temps... Tu donnes des avertissements. Je dis, il y a quelqu'un. Je dis au monde, je vais vous le dire, là, il est vrai, c'est un personnage, il y a quelqu'un. Et je dis même à certains clients, même à un moment donné, il m'a déjà fait pleurer. Oui. Mais son contenu, il est sacoche. Il est tellement sacoche que si je me trompe, payez-moi même pas tellement je suis sûre. Puis ces convictions-là, je les porte, puis que je parle de Nicolas, de Dominique, de David Côté, de peu importe. T'sais, comme David, je vais dire, il va vous parler de l'économie circulaire, comme personne ne va vous en avoir parlé. Puis ça va être divertissant parce qu'il est habité par le pouvoir du charisme. Il rentre ça à 5, puis il se passe quelque chose, puis je pense que... Donc, j'ai du storytelling, je suis capable d'expliquer le pourquoi de. L'autre question que tu me poses par rapport à donner, mon rêve, il n'existe pas. Moi, mon rêve, c'est donner sans attendre, recevoir sans oublier. Ça se matérialise pas souvent, puis encore moins souvent avec la jeune génération. Puis ça m'a créé des grosses blessures. Adopting, c'est Nicolas qui a eu... Nicolas, il est très fort. Nicolas Duvernois, il est très fort pour créer des brands. Là. On ne peut pas y enlever ce qu'il y a. C'est un... Tu sais, sa compagnie s'appelle Duvernois Esprit Créatif, mais j'ai rarement vu quelqu'un aussi créatif. C'est un bâtisseur de brand. Il est fort là-dedans. Il a eu une idée, à un moment donné, de faire Adopting, un programme pour aider les entrepreneurs émergents, les jumelés avec des entrepreneurs reconnus. Il m'a parlé de ça. Tu sais, moi, j'avais fait Voir grand avant. J'ai dit, ben oui, c'est dans ma cause, ma mission. Let's go, j'embarque. Sans savoir que je deviendrais la secrétaire de service. Parce qu'à un moment donné, je suis devenue la secrétaire. Puis je fais une petite anecdote. J'ai écouté votre podcast que vous avez fait avec Judith Feder, qui a fait partie de notre fondation. Puis qu'à un moment donné, je parle à Judith, puis j'ai dit, tout le monde me traite comme une secrétaire chez Adopting. Elle a dit, ben j'espère, c'est ça que tu fais présentement. Là, t'sais. Bref, elle m'avait dit mes 4 vérités. Là. Mais tout ça pour dire que, tu sais, j'ai embarqué dans l'aventure, puis on a fait, en tout cas, je vous le dis, je l'ai jamais tant que ça partagé. Là. L'erreur qu'on a faite, c'est d'avoir monté ce programme-là en s'inspirant de ce que nous, on aurait voulu avoir dans la situation qu'on était à l'époque. Tu sais, moi, je me suis toujours dit, tu peux pas te tromper à faire aux autres ce que toi, tu voudrais te faire faire. Moi, je n'ai eu 0 aide quand je suis partie en affaires. Tu as 0 aide. Donc, avoir droit à un mentor, avoir droit à 2000 $, par mois, un salaire. Tu comprends-tu? Mais ça pourquoi aurait changé. ça, tu trouves que c'est une erreur? Parce que tu trouves que les entrepreneurs ont reçu sans conscience? C'est une erreur parce que moi, j'aurais eu tellement de gratitude d'avoir ça parce que j'en avais. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'aide. Je trouve qu'il y a beaucoup d'aide. Pour le démarrage. Faudrait pas je sais que c'est grave ce que je vais vous dire. Faudrait pas que je sois ministre du Développement économique parce que je changerais des choses importantes. Comme quoi? Dans l'écosystème. Bien, parce que je suis de celles et ceux qui pensent qu'il faut qu'à un moment donné, ton projet, que tu le portes un peu à sueur de ton front, là, que tu saignes un peu même pour ton projet. Tu sais, des fois, j'ai des gens qui me disent « Ah, ben moi, telle affaire, je vais avoir une institution financière. Franchement, ils veulent que je mette de l'argent. » Ben, c'est clair, il faut que tu en mettes. Fait que tu sens que les entrepreneurs, aujourd'hui, ils n'ont pas cœur et âme? Mais je sens qu'ils sont plus dans le lifestyle entrepreneurial. Puis justement, est-ce que c'est dû au star system, au fait que justement on fait rayonner les grands succès sans justement parler... Tu sais, on a l'air sur les réseaux, là, tu sais, moi, que je suis un Nick Duvernois, là, on s'entend, ça a l'air le fun. Ça a vraiment l'air le fun. Quoi, c'est pas le fun? Ben, sincèrement, pas tous les jours, définitivement. T'sais, moi, je suis pas vraiment sur les réseaux sociaux, mais je me questionne sur est-ce qu'on contribue, puis je m'inclus là-dedans, hein, parce qu'on est tous les deux aussi conférenciers. On fait partie un peu de cet écosystème-là. Moi, je dis souvent, je parle de quelque chose dans lequel je suis, puis dans lequel il y a énormément de mes amis qui sont, mes connaissances, mais c'est vrai que de l'extérieur, je regarde David, là, ça a toujours l'air très YOLO, ça a toujours l'air parfait, je peux être un yogi, etc. Oui. Et penses-tu que ça, on est en train de transmettre peut-être à la prochaine génération un peu quand même un côté de ça a l'air facile. Ouais, j'ai pas vu beaucoup de gens parler des échecs, là, je pense que
Ou de la façon qu'ils ont mais bûché les dur gens, pour se rendre là. moi, je trouve que les gens, ils vont faire des conférences. Ah oui, les chèques, ça fait partie de l'entrepreneuriat, du risque. Hey, c'est tout beau. Puis quand on a un qui en fait un, là, souvent, on va le crucifier. Hein? Ouais. Moi, je dis, on murmurera votre succès, on hurlera votre échec. Hein? Puis c'est pour ça que moi, j'ai eu peur de me repartir en affaires. Je me dis, là, j'ai de quoi à perdre si je le perds. J'ai eu très peur de ça. Ce que je dis, c'est que les réseaux sociaux, il y a deux choses que je trouve que c'est les pires ennemis de l'entrepreneuriat. L'ego. L'ego d'un entrepreneur, c'est son pire ennemi. 100%. Puis les réseaux sociaux. Puis les deux ensemble, on le voit souvent. Hein? Les deux ensemble. Ça va souvent avec aujourd'hui. C'est devenu du narcissisme. Puis savez-vous ce que les réseaux sociaux ont fait avec toute la culture du lifestyle entrepreneurial? Ça a enlevé le mot-clé, tant qu'à moi, le plus important dans l'entrepreneuriat, qui est le mot rigueur. Ouais. Moi, j'ai le goût de dire aux jeunes entrepreneurs, elle est où votre rigueur? Moi, là, j'ai eu à un moment donné un jeune adopté. Tu sais, j'ai vécu des situations où est-ce que, tu sais, genre, mon conseil d'administration me disait calme-toi. Je dis là, non, je vais le kicker out. Tu peux pas donner une opportunité que cette personne-là soit dans une fondation, un mouvement qui est en train de l'aider s'il y a une attitude de merde comme ça. Là, tu sais, c'est comme, il faut... Même, j'ai déjà dit à mon conseil d'administration, je veux faire des conférences, des ateliers sur le savoir-être entrepreneurial. Je t'envoie un courriel, tu me réponds. Tu comprends-tu? Des choses comme ça. Et à un moment donné, j'ai une adoptée. Il fallait qu'elle remplisse un document. Puis moi, là, j'ai pas de temps à perdre. Puis je faisais tout mon bénévolat là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Fait que moi, les documents, c'était pas 150 pages. C'était 3 pages à remplir, direct to the point. Fais-moi ça, tu sais. Puis on a une approche entrepreneuriale dans ce mouvement-là. Et ce que je reçois un jour de cette personne-là, un véritable torchon. Ouais, rempli de fautes, j'en reçois énormément. Non, même pas rempli de fautes. Pire qu'un torchon avec un T majuscule. Et là, j'appelle la personne et je lui dis, là, je vais te donner la plus belle héritage que notre mouvement va pouvoir te donner, plus cher que l'argent que tu vas encaisser. La personne au bout du fil, elle ne comprend pas. Puis je lui dis, ce que tu viens de me fournir là, c'est un sale torchon. Tu vas le refaire. Puis compte-toi, chanceuse, que je ne le prenne pas puis que je ne l'ai pas présenté à notre comité, à notre conseil, parce que c'est terrible, tu sais. Mais ça, quand on fait ça, c'est comme la même Anne qui a restructuré une compagnie. Je me fais pas juste des amis parce que je dis les vraies choses. Fait que le monde, il me voit comme genre, tu sais... Mais tu sais, en même temps... Puis encore plus du fait que tu es une femme. Je pense que c'est un point qu'on a discuté un peu en amont avec MJ, c'est... Quand une femme fait ça, souvent on dit que c'est une frustrée. Quand un gars fait ça, il y a de la rigueur puis il pousse un petit peu. Moi, je l'ai vu parce que tu nous représentes. Moi, j'ai déjà entendu, ouais, Anne est intense. J'étais comme, ben c'est sûr, c'est ça que je veux, tu sais, qu'elle pousse puis qu'elle veut repousser les limites. Puis à quel point, justement, t'es perçue, justement, intense parce que t'es une femme. Puis si ça avait été un homme, c'est wow, il est extraordinaire, il a vraiment de la bonne rigueur et tout ça. Puis à quel point aussi l'âge... Tu sais, le fait, bon, tu vas avoir 58 ans bientôt. Oh! MJ plug dans le podcast. Ben ouais, tu vas avoir, ça va être ta fête bientôt. Mais tu sais, je me dis... ta réplique, tu sais, c'est quoi? C'est là, il faut que tu dises, hey, ça paraît pas. Ben non, ça paraît pas. Non, ça paraît pas, ça doit être on fera un super. L'entrepreneuriat qui t'a gardé jeune. Mais tu sais, à quel point, justement, rendu à un certain âge, tu te dis, regarde, là, je m'assume, je dis les vraies choses, puis je suis vraiment authentique dans ce que j'ai envie de faire, de redonner dans les gens auxquels que j'ai envie de m'entourer. T'sais. Est-ce que ça vient avec l'âge, ça? Ben, il y a une chose que tu as dit qui est le mot qui me revient souvent, oui, intense, mais un des mots que les gens me donnent souvent, puis ça me fait du bien, c'est le mot authentique. Ils disent, t'es vraiment une fille, tu sais, authentique. Puis je trouve que le pouvoir de l'authenticité, ça vaut plus cher que le pouvoir du charisme. Parce que le pouvoir du charisme, c'est extraordinaire. Là, les Barack Obama de ce monde, les Lucien Bouchard de ce monde sont habités par le pouvoir du charisme. Donc, je suis une personne, dans le fond, authentique. Donc, oui, dire les vraies choses, mais des fois, ça prend du courage. Puis des fois, je me dis, il faut que je sois walk the talk. Parce que des fois, dans mes conférences, je dis au monde, si vous voulez faire telle affaire, vous manquez de courage, faites-le pas de courage. Tu sais, fait que t'as pas le choix de le faire. Tu sais, faites-le pas de courage. Fait que morale de l'histoire, je suis dans cette démarche-là, Marie-Josée, de me dire, tu sais, je vais vieillir. À chaque fois que tu vieillis d'un an, là, quand tu pognes en haut de 50 ans, tu t'es remise en question. Je suis à la bonne place, je fais-tu les bonnes choses? Devrais-tu ceci? Je devrais-tu cela? Donc, morale de l'histoire, là, je suis dans ces réflexions-là. Mais, tu sais, de me dire, tu sais, jusqu'à où je vais aller. Parce que tu te retiens encore. Moi, c'est mon feeling. Ah oui, politiquement correct. On disait, moi, PMJ, ce que tu nous partages en one-on-one sur le téléphone, quand tu es vraiment fâché ou quand tu vis quelque chose, versus ce qu'on va voir publiquement. Puis c'est pour ça, tu sais, je reviens toujours un peu à l'aspect de... Tu sais, si on était, tous les gens représentés par Vivemtia étaient plus authentiques. Je pense pas qu'on est tous 100% dans l'authenticité. Je pense qu'il faut le pousser plus.
je pense que ça aiderait peut-être. Tu sais, puis pour moi, c'est la boucle. Quand on dit les jeunes, souvent, on met tout sur la faute des jeunes. Tu sais, moi, je me rappelle les milléniaux, on n'arrêtait pas de dire sont paresseux, etc. Je pense que s'ils sont paresseux, c'est aussi parce que leurs parents leur ont dit qu'il y aurait 2 millions de jobs facilement en sortant, parce qu'ils ont été éduqués définitivement aussi d'une façon où la facilité était plus poussée. Puis moi, j'ai l'impression, comme entrepreneur, qu'on contribue à ça. Parce que comme entrepreneur, à force de dire c'est le succès, la levée de fonds, tu sais, moi, dans mon milieu, c'est tout le monde lève des millions, ça a l'air facile. L'authenticité devrait être, puis je pense, comme entrepreneur, puis c'est ce qu'on devrait passer, comment on peut l'être plus? Tu sais, moi, mon livre sur la santé mentale, il y a des gens qui m'ont dit t'aurais jamais dû écrire ça, ça va décourager des gens d'entreprendre. Mais j'ai dit, on peut dire aux gens la vérité. La vérité, c'est que tu as 3 fois plus de chances d'être alcoolique ou toxicomane, puis tu as 4 fois plus de chances de faire un épuisement professionnel comme entrepreneur. Puis la réalité, là, ça ne va pas empêcher un vrai entrepreneur d'entreprendre. Je pense qu'il n'y a rien, puis tu le dis. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un débat qu'on devrait peut-être avoir avec les dérangeants. Moi, je pense pas que ça s'apprend. Je pense pas que ça se développe. Je pense qu'on l'a. Il y a quelque chose en dedans de nous. L'entrepreneur, il est fâché, il ne fit pas, il a envie de régler un problème. Mais je trouve justement qu'aujourd'hui aussi, on essaye de dire aux gens qui ne sont pas des entrepreneurs, devenez des entrepreneurs. On a besoin de plus au Québec, fait que devenez-en. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui nous habite puis qu'on devrait aussi faire attention un peu à ça. Mais je veux dire, peu importe, là, les entrepreneurs d'aujourd'hui sont, je veux dire, l'émission, mettons, dans l'œil du dragon, je veux dire, je sais, moi, je l'ai vécu seulement 2 fois comme dragon invité. Tu vois, à l'épicerie, tu te fais reconnaître, là, je veux dire, il y a le Star... C'est un méchant show, là, on va se dire la vérité sur le podcast. Mais là, je le dis tout le temps, notre pire ennemi, c'est l'ego, tout ça. Mais il y a une chose que je suis convaincue, les gens que je représente, ce sont des gens, quand même... qui ont des accomplissements. Mais demain matin, je te dis, tu vas au dragon. Oui. Ta business va mal. Tu n'as pas d'argent. Considères-tu que c'est authentique? Je dirais la réponse, comme quand le jour où j'ai donné ma démission, la réponse est oui, puis la réponse est non. OK? Non, parce que comment tu peux habiter un siège de dragon et dire que tu vas faire des investissements si tu n'as pas d'argent? Ça ne marche pas. Mais la job d'un entrepreneur, c'est toujours mettre la lumière sur son entreprise en même temps. Fait que, tu sais, c'est un méchant... tu comprends-tu? Fait qu'il y a quand même un dilemme. Alors, morale de l'histoire, tu sais, quand tu regardes tout ça, il y a comme... C'est dur de trouver comme le juste milieu. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire des posts, mettons, sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux, puis Dieu sait comment j'en fais moins parce que j'ai trop d'ouvrages. Moi, j'ai pas le temps. J'aimerais ça en faire. J'aimerais vraiment ça en faire. Join the club. non, mais j'aimerais ça, mais je manque de temps. J'ai pas le temps. Aussi que je te donne un petit cours sur l'IA pour automatiser quelques-unes de tes tâches. Moi, je pense que je peux te libérer un 5 heures semaine. Ça, on passe un peu plus de temps ensemble. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? J'aimerais ça faire des posts, mais quand j'ai le choix entre répondre à un client, faire une proposition ou faire un post, je vais toujours choisir le client. Moi, j'ai l'attitude client en dedans de moi. Là, c'est vraiment comme ça. Donc, tout ça pour dire que quand je regarde tout ça, je me dis, c'est complexe, tout ça. C'est très complexe, mais j'ai pas toutes les réponses, mais j'ai des certitudes. Puis une des grandes certitudes que j'ai, c'est que je trouve que partout, on manque de rigueur. Puis je trouve que l'entrepreneuriat, quand tu veux avoir de la pérennité, puis tu veux continuer, puis que tu n'as pas le choix, il faut que tu conjugues ça avec de la rigueur. Puis ça me fait mal dans mon âme et conscience. Moi, là, je me suis fait... Quand j'ai vendu ma compagnie à Transcontinental, ils m'ont diagnostiqué 3 jours de temps dans une compagnie là, de spécialistes des ressources humaines. Au bout, ils m'ont passé tous les tests possibles et impossibles. J'étais très nerveuse. C'était stressant, ces tests-là. Ils vont me dire que je suis quoi, tu sais. Et à la fin, le gars arrive, puis il me dit, bon, Mme Marcotte, ça se résume, tu sais, je vais vous dire ça. Puis il était comme mal à l'aise. Puis là, il me dit, on a détecté que vous avez une intolérance à l'incompétence et à la non-qualité. Et moi, j'ai eu le sourire d'en face. J'ai dit, monsieur, c'est exactement ça. Oui, je suis comme ça et je suis fière de l'être. Moi, là, la non-qualité, je suis pas capable. Je suis pas capable, ça vient de chercher les tripes, puis ça m'habite. Fait que c'est tout ça qui me confronte avec tout, dans le fond, les situations. Mais le monde irait tellement mieux si on pouvait... Moi, je dis au monde, dites les vraies choses, ça va juste de vous, du vrai monde. Il est où le problème? Mais le monde, ils sont pas très réceptifs tant que ça, recevoir l'autre côté de la médaille. Oui, je pense qu'on a besoin. Hey, le podcast a tellement passé vite. Déjà 1 heure qu'on se parle. Déjà? Si on se laisse sur une note un peu plus futuriste, elle se voit où, Anne? Tu as parlé, si je deviens ministre de l'économie, je ferais des grands changements. On sait que tu as eu des aspirations politiques. Est-ce que c'est encore là? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Anne dans les prochaines années? Moi, ça m'intéresserait de savoir un peu plus cette rétrospective-là. Comme tu l'as dit, je pense que tu es toujours en réflexion. C'est quoi la prochaine chose que Anne va faire? Mais comment tu le vois?
Bien, je sais que ça fait bizarre de vous dire ça, mais j'ai souvent ces images-là. Là, tu sais, tout part des fois, tu es dans ton fond du sol, puis tu te dis, moi, je me vois comme ailleurs. Là. Moi, mon rêve ultime, ça serait de... Tu sais, j'ai beaucoup contribué dans l'entrepreneuriat parce que c'est ma cause. Mais là, ce que j'aimerais, c'est oui, continuer à faire ça, mais essayer de rendre ça plus large. Puis mon rêve, là, je sais que c'est fou, ça paraît comme, qu'est-ce qu'elle nous dit là, la fille est rendue granola et quoi. Moi, je me vois des fois... Là, t'as MJ à côté, t'es correct. correct. Moi, je me vois des fois dans un local qui n'a même pas d'allure, là, tu sais, puis qui a juste 2 chaises, tu sais, puis je reçois une personne nobody, pas connue, mais qui a une histoire à raconter, puis je me dis, moi, là, je vais contribuer à ton histoire. Je sais pas comment je vais contribuer à ta vie. Je me vois contribuer à des vies, tu sais, qui sont un peu perdues à gauche et à droite, que je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire, puis que je peux utiliser quelque chose que je suis fière. J'ai un gros réseau, j'ai des contacts, tu sais, c'est un privilège d'avoir tout ça. Puis je me dis, crime, y a-tu quelque chose que je pourrais faire pour faire du bien? C'est un peu plus dans la philanthropie, peut-être. Vraiment, oui, dans la philanthropie où les gens aussi vont l'apprécier parce que c'est un bon feeling, tu sais, quand tu donnes ton temps, tu donnes tout ton cœur, tes tripes, tu te fais recevoir des fois pas bien, c'est pas le fun. La roue tournerait tellement mieux si tout le monde aurait cette culture-là de reconnaissance puis redonner au suivant. Tu sais, je serais vraiment, mettons, j'aurais un show télé, là, mettons, je reviendrais productrice télé, j'appellerais ça, là, mettons, donner au suivant, là, tu sais, demandez, vous recevrez, là, là, tu vas avoir une plainte de Chantal Lacroix qui a déjà pris ce... Non, Chantal, que j'ai déjà rencontré. Hein? Je voulais qu'elle m'aide à coproduire Voir grand parce que j'avais pas d'expérience. Voyez-vous? C'est tout à c'est tout à ton honneur, franchement. Je pense que tu as vraiment suivi ta voie intérieure à travers ton parcours. Puis ce qui t'anime beaucoup, c'est de redonner puis laisser un leg à tous les gens qui te suivent. Puis je pense que c'est vraiment dans la façon que tu nous approches, dans ton authenticité, puis dans toute ta grande générosité. Je pense qu'on a vraiment ressenti ça à travers, je pense, toute l'entrevue où vraiment tu es une fille de conviction, là, franchement. Ouais. J'espère que ça va marquer les gens parce que tu l'as dit, la boucle. Tu sais, s'il y a plus de Anne, s'il y a plus de gens qui ont gagné mais qui redonnent, je pense que ça va énormément aider. Puis moi, je peux le dire, tu es une des seules personnes qui ne m'a pas abandonné quand j'ai tout perdu. Tu sais, parce que tu étais là avant, quand j'étais au succès, puis j'ai tout perdu, puis tu as continué. Puis, tu sais, tu recommençais à parler à Judith, tu me disais qu'il veut peut-être redevenir un petit peu plus sur la scène publique pour parler un peu plus humblement d'échecs et arriver là. Puis je pense que ça va faire du bien. Je pense aussi que tu vas peut-être atteindre un moment dans ta carrière où il va peut-être avoir des gens qui ont eu moins des succès, mais plus des gros échecs. Ça va être intéressant de les entendre parler. Moi, j'aimerais ça revoir Judith, justement, parler, mais parler un peu moins sur son nuage. Tu sais, elle l'a dit dans le podcast, qui était devenu même, elle a assumé, un peu narcissique à un moment. La voir plus groundée, parce que je pense que les prochains entrepreneurs, d'entendre cette histoire-là, dire « je suis monté au top, je suis redescendu, je suis capable de rebondir », puis je pense que tu le fais très, très bien. Puis merci d'avoir fait la route, puis d'être venu passer ce message-là, puis pour nous d'apprendre à te connaître un peu plus intimement, parce que malgré qu'on se parle, on ne savait pas tous les fins fonds de l'histoire. Vous viendriez écouter une de mes conférences. On va venir bientôt. Donc, merci beaucoup à tout le monde de l'épisode, puis merci à Anne d'avoir fait le déplacement. Je pense que ça va avoir été une grande entrevue, super inspirante pour énormément de gens, un peu émotive aussi à certains moments. Fait qu'un gros merci. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!